D'après une étude menée par le Centre Pasteur au Cameroun, 83% des poulets surgelés qui étaient vendus dans les commerces étaient impropres à la consommation. D'après une autre étude menée cette fois-là par des médecins béninois, il y avait un lien très clair qui était établi entre la recrudescence des cancers et la présence de plus en plus abondante des poulets surgelés sur les marchés. Comment expliquer donc que jusqu'à nos jours, des poulets surgelés trouvent encore leur place dans beaucoup d'étals de marché sur le continent africain? Il est évident que le côté néfaste de ces poulets-là n'est plus à démontrer. Dans cette vidéo, nous allons faire une petite analyse du business du surgelé. Dans un premier temps, on va voir ensemble les 4 types de personnes à qui bénéficie cette industrie du crime. Qui a intérêt à ce que cette industrie se perpétue? Dans un second temps, on va voir ensemble à quel point cette industrie est néfaste et comment est-ce qu'elle détruit dans son passage. Dans un troisième temps, on va prendre un cas pratique d'un pays qui hier était un des champions du poulet surgelé en Afrique et qui est parvenu à s'en défaire, principalement grâce au combat d'un homme, Bernard Diongan, qui nous a quittés il y a peu de temps. Et cette vidéo est clairement un hommage pour son combat parce que grâce à lui aujourd'hui, des gens comme moi peuvent se lancer dans l'élevage de poulets et avoir des revenus décents. Parce qu'il y a quelques temps, c'était impossible. Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Philippe Simo. Ici, je te parle d'entrepreneuriat et d'investissement parce que je suis convaincu que ce sont les 2 piliers sur lesquels notre communauté doit s'appuyer si elle veut émerger. Donc, si toi aussi tu veux faire partie de cette belle aventure, 2 choses à faire. La première, abonne-toi à cette chaîne, active la cloche des notifications. Tu seras ainsi informé de l'apparition de toutes nos vidéos business comme celle-ci qui vont t'apporter du très bon contenu. Deuxièmement, dans la barre de description, tu as un lien vers un quiz qui va te permettre de savoir si tu es ou pas une passoire. Comment est-ce que tu gères ton argent? C'est un quiz gratuit. L'un des paradoxes avec l'Afrique, c'est que malgré tout le potentiel que nous avons ici dans le domaine de l'agribusiness, nous avons encore du mal à être autosuffisants de manière alimentaire. Et ceci est grandement dû au fait qu'en Afrique, nous importons énormément de nourriture à l'étranger. Et parmi les produits que nous importons, certains sont beaucoup plus dangereux que d'autres. Et l'un des produits les plus néfastes qui est aujourd'hui clairement à l'origine de beaucoup des dégâts, c'est le poulet surgelé. Et pour bien comprendre pourquoi est-ce que le poulet surgelé s'implante aussi facilement dans nos pays, il faut que tu comprennes à qui il bénéficie. Oui, parce qu'il y a des gens qui sont prêts à tout pour que le poulet surgelé survive. La première catégorie à qui bénéficie le business de l'importation de surgelé, ce sont les autorités administratives. Pourquoi? Parce qu'il faut généralement une validation d'un ministère pour pouvoir importer ces poulets-là. Or, on sait tous très bien que obtenir ce type d'autorisation demande bien souvent de monnayer et parfois des sommes assez conséquentes. Donc, les autorités administratives, en réalité, ont tout intérêt à ce que ces business continuent. La deuxième catégorie de personnes à qui cela bénéficie, bien évidemment, ce sont les importateurs. En réalité, c'est un business très rentable. Les chiffres, par exemple, disent que pour un conteneur 20 tonnes, on a un bénéfice net de plus de 7 millions. Donc, on parle d'un peu plus de 11 000 € pour un seul conteneur 20 pieds. Les troisièmes personnes à qui bénéficie ce business-là, ce sont les consommateurs. Parce que quand il y a du poulet surgelé, eh bien, les prix sont tellement bas que le consommateur veut acheter ça parce que bien évidemment, c'est plus accessible au niveau de sa bourse, même si ça détruit complètement sa santé. Donc, les consommateurs eux-mêmes se battent pour que les poulets surgelés reviennent. Et puis, la 4e catégorie de personnes qui gagnent de l'argent avec ça, ce sont les exportateurs expatriés de poulets. C'est-à-dire les agriculteurs européens, américains et asiatiques sont ravis de pouvoir vendre au monde entier leur surplus de production. Mais en réalité, quand on voit la qualité du poulet qui est livré dans nos marchés en Afrique, on se rend bien compte qu'en réalité, ces poulets-là, vu le mauvais état dans lequel ils sont, ce sont clairement des poulets qui ne sont même pas consommés en Europe. Parce que vu le niveau de contrôle qu'il y a en Europe, en Asie et même en Amérique latine, il est quasi impossible pour un cultivateur de faire ce type de produit pour son pays. Donc en réalité, ces cultivateurs-là font des produits merdiques qu'ils envoient à la poubelle, j'ai nommé l'Afrique. Le deuxième point que je veux voir avec toi, c'est pourquoi est-ce que ces poulets-là en réalité doivent être combattus. La première raison, comme je l'ai dit tantôt, c'est que ces poulets-là sont en très mauvais état. Et en fait, ils sont impropres à la consommation.
Comme j'ai dit en début de vidéo, une étude a démontré que 83% des poulets surgelés qui étaient vendus au Cameroun étaient impropres à la consommation. Et pourtant, vu que ça enrichit et ça bénéficie à ce dont on a parlé plus haut, le business continuait quand même. Dans un deuxième temps, c'est un business qui tue la filière avicole locale. Ce type de business-là a emmené beaucoup de personnes à quitter le business de l'agriculture parce que simplement les prix n'étaient plus tenables. Vous imaginez, vous parvenez à produire un poulet à 3 €, mais le poulet surgelé coûte moitié moins cher sur le marché. Donc comment faire pour compétir? C'est quasi impossible. Et il faut le préciser, pour que ce type de poulet arrive en Afrique à des prix aussi bas, c'est parce que les agriculteurs dans ces autres pays-là sont subventionnés. Tu comprends peut-être un peu mieux pourquoi est-ce que j'accorde beaucoup d'importance à l'agribusiness en Afrique. Parce qu'en se lançant dans ce secteur-là, on n'est pas juste là pour de l'argent. On est là pour combattre une certaine idéologie de personnes qui pensent que l'Afrique c'est un réservoir dans lequel on peut jeter n'importe quoi aux Africains et ils vont le consommer. Mais on ne peut pas simplement se plaindre sur les réseaux sociaux et ne pas apporter de solutions concrètes. En se lançant dans l'agriculture, vous devenez de fait un acteur de terrain qui peut combattre efficacement ce type de choses-là. Si vous ne savez pas par où commencer, dans la barre de description, il y a une vidéo gratuite de formation que je vous offre qui va vous permettre de voir déjà comment faire pour s'y prendre dans le domaine de l'élevage de poulets. Allez-y, elle est gratuite, elle est ouverte et elle peut vous permettre déjà très rapidement de comprendre les enjeux et pourquoi pas vous-même vous lancer. Mais comme promis, je ne saurais terminer cette vidéo sans parler du combat de Bernard Dionga. Bernard Dionga, c'était un Camerounais décédé il y a très peu de temps qui a travaillé à la fonction publique avant de démissionner, chose qui était très rare à cette époque-là et dont l'un des principaux combats pendant toute sa vie a été de pouvoir chasser le poulet congelé du Cameroun. Pour cela, il a procédé par étapes. Mais il faut bien comprendre que pour pouvoir réussir, il était tellement en danger que de 2003 à 2006, il marchait partout avec un garde de corps. Il avait un garde de corps parce que beaucoup de personnes en voulaient en sa vie. Les importateurs dont les business, d'après eux, étaient détruits, les personnes dans le gouvernement qui estimaient qu'il était en train de s'attaquer à leur mangeoire, les multinationales qui envoyaient du poulet en Afrique. Bref, beaucoup de personnes en voulaient à cet homme-là qui venait mettre ses mains dans une mangeoire qui était à ciel ouvert. Alors, qu'est-ce qu'il a simplement fait? Il a commencé par réunir autour de lui beaucoup de producteurs. On ne peut pas gagner un combat comme ça seul. Il a réuni beaucoup de producteurs en leur faisant comprendre, bien évidemment, le côté nocif de ces poulets-là. Il a fait paraître et publier les résultats dont j'ai parlé, c'est-à-dire que 83% de ces poulets-là étaient en réalité impropres à la consommation. Et ça, c'était un élément assez alarmant parce que les gens se rendaient compte qu'en fait, ce n'était pas qu'une question économique, c'était aussi une question de santé publique. Pour vous donner une idée très simple, de 1993 à 2004, les importations de poulet dans un pays comme le Cameroun sont passées de 60 tonnes à, tenez-vous tranquille, 22 150 tonnes. On parle donc d'une augmentation de plus de 370 fois en à peine 10 ans. Donc c'est clair que c'était un business devenu extrêmement lucratif. Mais en plus de ça, ce que Bernard Dionga et son équipe sont parvenus à démontrer, c'était que les importateurs trichaient au niveau des douanes. C'est-à-dire que le Cameroun, par exemple, pouvait autoriser que cette année-ci, on va permettre à 10 tonnes de poulets surgelés d'arriver dans nos étals, dans le marché, afin de compléter les poulets locaux. Mais en réalité, les importateurs trichaient et faisaient parvenir 1000 tonnes et même plus. Et donc, clairement, comme Bernard Dionga était parvenu à obtenir les chiffres réels au niveau du port autonome, il avait là une arme de destruction massive. Il est allé voir simplement les impôts en leur disant « Écoutez, j'ai les vrais chiffres. Beaucoup d'importateurs dans ce pays ne respectent pas les règles et trichent. Voilà les chiffres. » Et avec ces chiffres-là, les impôts sont allés redresser toutes ces boîtes-là pour qu'ils payent le surplus. Face à ce scandale-là, les chiffres ont démontré que les sociétés devaient payer plus d'1 milliard de francs en redressement pour toute la fraude qu'ils avaient commise. Et bien évidemment, le deal était qu'ils puissent payer 25% de cette somme-là. Ces 25%, on parle donc de plus de 225 millions de francs CFA, ont été proposés sur un plateau d'or à M. Bernard Dionga en lui disant « Prends ça et tais-toi ». Et c'est là que le combat devient intéressant, c'est que même face à une aussi grosse somme, il a dit non. Il a dit non parce qu'il s'est rendu compte que s'il disait oui, en réalité, tous les efforts qu'il avait fait jusque-là étaient anéantis. Tous ceux qui avaient cru en lui avaient en réalité perdu leur temps. Et je crois que beaucoup de personnes, malheureusement, auraient accepté. Mais lui, il a dit non. Et c'est là, bien évidemment, tout à son honneur. Parce qu'une fois qu'il a dit non à cela, il y a eu un enchaînement d'événements par la suite. Parce qu'en fait, quand on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas le corrompre, qu'est-ce qu'on pouvait encore faire de lui? Voilà un homme qui était impassible face à la corruption.
Et vous savez, si beaucoup de nos États sont brinque-ballants aujourd'hui, c'est parce que beaucoup d'entre nous sont facilement ouverts et accessibles à la corruption. Or, si nous savons dire non, niet, fermement à la corruption, en fait, nous avons là la possibilité de résister au plus grand des chantages. Et les conséquences se sont très rapidement fait voir. De 2003, là où la production de poulet local était de 25 000 tonnes, en 2016, avant la grippe aviaire, on était à 75 000 tonnes. C'est incroyable. Tous les emplois qui avaient été perdus auparavant avaient été restaurés grâce à la bravoure et au courage de cet homme, mais aussi bien évidemment de ses compagnons de lutte. Mais je tiens à préciser qu'il n'a pas réussi ce combat tout seul parce que lui-même il le dit. C'est une interview qu'il a donnée sur une chaîne qui s'appelle Naja TV, vous pouvez la retrouver sur internet, qui est très bien faite et dans laquelle il explique très clairement que s'il est parvenu à ce résultat-là, c'est parce qu'il est aussi parvenu à neutraliser les exportateurs occidentaux. Et comment il a fait? C'est qu'il a eu des partenaires de l'autre côté et avec eux, ils sont parvenus au travers de pétitions à obtenir le fait que ces exportations-là devaient cesser. Voilà comment est-ce que des deux côtés le combat a été mené et on y est parvenu. Et je pense que c'est un modèle de combat, un modèle de lutte pour nous faire comprendre qu'en fait, peu importe le géant que l'on a face à nous dans nos vies, si on se donne les moyens, on peut le faire tomber. En tout cas, c'est le message que je retiens de sa vie et c'est le message qui, moi, m'a inspiré à me lancer dans ce business-là. Que vous inspire ce combat-là? Que vous inspire cet homme-là? Comment est-ce qu'on peut s'en servir aujourd'hui en Afrique pour nous qui nous lançons dans le business, mais aussi pour nos leaders? On en parle dans les commentaires et je t'invite à partager la vidéo pour qu'un maximum de personnes la suivent et qu'elle impacte au-delà, bien évidemment, de notre propre personne. À très bientôt.